La parole à Daniel Tanouro. Merci pour l'invitation, merci à vous. Qui suis-je et d'où je parle? Donc je suis ingénieur agronome de formation, comme l'a dit Romain Fély, et en fait au cours de mes études, je suis devenu éco-socialiste avant la lettre, c'était il y a bien longtemps, et de là j'ai découvert le marxisme, puis j'ai été révolutionnaire professionnel pendant 25 ans. C'est-à-dire que je me suis occupé d'autre chose, et quand j'ai arrêté ces activités-là, la classe ouvrière, les grèves, le mouvement syndical, la construction d'organisations politiques, je me suis dit, mais que vais-je faire de mon temps? Et je suis revenu à mes premiers amours, et je me suis attaché à lire ou relire Marx, avec le préjugé que ce vieux barbu était passé à côté de la question écologique, complètement, qu'il était contaminé par le productivisme, et que finalement c'était pardonnable de sa part étant donné qu'il n'avait pas connu la crise écologique globale contemporaine. Et j'en suis revenu. Alors, à titre d'introduction, je dirais que le problème dont il faut partir, je pense, c'est que pour la première fois de son histoire, l'humanité dans son ensemble est confrontée à l'obligation impérieuse de penser son émancipation sous une contrainte écologique absolue, incontournable par des migrations de population et indépassable par une augmentation de la productivité du travail. C'est une situation absolument sans précédent qui oblige à revisiter tous les projets émancipateurs, tous les projets qui visent à instaurer le royaume de la liberté, pour reprendre une formule de Marx. Quand je dis une contrainte écologique absolue, je n'ai pas le temps de donner des détails scientifiques ou techniques sur le changement climatique, mais il faut bien voir qu'il ne s'agit pas seulement de se modérer ou de faire preuve de mesure dans l'utilisation des ressources naturelles, il s'agit de plus que ça. Il s'agit de l'obligation de réduire la production matérielle et les transports de façon substantielle, au moins dans les pays capitalistes développés et probablement aussi à l'échelle mondiale. Je n'emploie pas le terme décroissance, sans doute certains d'entre vous sont allergiques au courant de la décroissance pour un certain nombre de raisons, mais je veux affirmer très clairement que sur ce point-là, ceux qu'on appelle les décroissants ont raison. Il est impossible de sauver le climat de la planète, ou disons d'empêcher des catastrophes climatiques graves, sans diminuer la consommation finale d'énergie d'au moins 50% dans l'Union européenne et d'environ 75% aux États-Unis. Et un tel objectif ne peut pas être atteint uniquement par des mesures d'économie, d'efficience énergétique. Il implique la réduction de la production matérielle et des transports. Or, comme on vit sur une planète où 3 milliards d'êtres humains manquent de beaucoup de choses essentielles et ont donc besoin de production supplémentaire, on est confronté à un énorme besoin, ou bien la production pour le profit, ou bien la production pour les besoins. Et cette réduction de la production matérielle, elle est d'autant plus nécessaire que la contrainte écologique, la contrainte climatique, énergétique n'est pas seulement quantitative, elle va de pair avec une contrainte qualitative, à savoir qu'il est indispensable de changer complètement de système énergétique. Il faut sortir complètement du système énergétique centralisé, gaspilleur, pauvre en main-d'œuvre, basé sur les fossiles et le nucléaire, pour passer vers un système énergétique basé exclusivement sur les énergies renouvelables, qui soit un système décentralisé, efficient du point de vue thermodynamique, riche en main-d'œuvre, et cette transition qui est la mutation technologique et sociétale la plus extraordinaire à laquelle l'humanité ait jamais dû faire face, doit être réalisée en 4 décennies au grand maximum. Alors, ça suffit à dire, à titre d'intro, que cet objectif-là, ce défi-là, le capitalisme, est totalement, structurellement, congénitalement incapable de le relever, parce que ce système basé sur la production généralisée de marchandises implique inévitablement que tout propriétaire de capitaux, sous les coups de fouet de la concurrence, est contraint,
obligé, sous peine de faillite, sous peine de disparition de son entreprise, est obligé en permanence de chercher à remplacer du travail vivant par du travail mort, c'est-à-dire par des machines plus productives, autrement dit, ce qu'on appelle le productivisme, produire pour produire, qui implique, comme le disait Marx, que quelque part il y a aussi des gens qui consomment pour consommer. Ce productivisme fait partie du code génétique du système capitaliste. Alors, face à cette situation, et pour reprendre ce que disait Jean Batou hier en présentant Enrique Dussel, nous avons besoin non seulement de pratiques, nous avons besoin de théories qui permettent de discuter les pratiques, de discuter les situations. Nous avons donc besoin de discussions théoriques. En l'occurrence, la question qui se pose dans cet atelier est de savoir si la théorie marxiste, la critique marxiste du capitalisme, les catégories du marxisme, comme a dit Enrique Dussel hier soir, fournit une grille de lecture et les outils adéquats pour faire face à cette situation. Et ma réponse en 2 mots, c'est oui, à condition que. Oui, à condition d'éviter 2 pièges, le piège de l'apologie et le piège de l'anachronisme. Il faut donc une réappropriation critique, il faut revisiter Marx du point de vue écologique, le confronter à la situation actuelle et déboucher éventuellement sur ou bien un abandon ou bien sur des révisions, des approfondissements de la pensée de Karl Marx. Alors oui, pourquoi ça constitue un outil adéquat? Parce que la critique marxiste du capitalisme est fondamentalement une critique d'un régime d'accumulation de valeur qui est basé sur l'exploitation du travail et sur le pillage des ressources naturelles. Les 2 processus sont absolument inséparables dans la pensée de Marx, pour différentes raisons. La première, c'est que la force de travail n'est pas seulement une ressource sociale, résultant de la coopération, de la collaboration entre travailleurs. Avant d'être cela, qu'elle est bien entendu, elle est aussi une force naturelle. Marx le dit à plusieurs reprises dans son œuvre. La deuxième raison, c'est que l'exploitation de la force de travail comme marchandise, c'est-à-dire le travail salarié, nécessite comme préalable indispensable la séparation du producteur avec ses moyens de production, en particulier et en premier lieu la séparation du producteur avec la terre, c'est-à-dire quand Marx dit la terre, il veut dire les ressources naturelles, séparation qui se fait par le biais de l'appropriation capitaliste de la terre et des ressources. Marx parle à cette occasion d'un hiatus irréparable, de la forme extrême du déchirement. Ce sont des formules très fortes qui ont une charge éthique absolument évidente. Troisième raison pour laquelle les 2 processus sont inséparables, c'est que du fait de l'appropriation par les propriétaires fonciers, l'appropriation de la terre par les propriétaires fonciers, le mécanisme de la rente capitaliste fait que tout investissement en capital sur les terres qui sont au-dessus des plus mauvaises terres du point de vue de la productivité augmente le montant de la rente relative touchée par les propriétaires fonciers. C'est là le mécanisme qui explique le caractère écocidaire de l'agriculture capitaliste, sa dynamique de plus en plus intensive en capital, intensive en machines, intensive en engrais, et c'est ce mécanisme qui permet en même temps à l'exploitation du travail de s'appuyer sur une baisse de la valeur du prix des aliments, de la production alimentaire essentielle à la reconstitution de la force de travail. Et la 4e raison, Marx l'explicite de façon tout à fait remarquable, et il montre très bien l'imbrication indispensable entre exploitation du travail et pillage des ressources naturelles, à travers une citation qui est relativement peu connue, je vous la lis. La grande industrie et la grande agriculture industrielle agissent dans le même sens. À l'origine, elles se distinguent parce que la première ruine davantage le travail, donc la force naturelle de l'homme, la force naturelle de travail de l'homme, tandis que l'autre ruine plus directement la force naturelle de la terre,
mais elles finissent en se développant, grande industrie et grande agriculture, par se donner la main. Le système industriel à la campagne finit aussi par débiliter les ouvriers, et l'industrie et le commerce, de leur côté, fournissent à l'agriculture le moyen d'épuiser la terre. On a ici une anticipation absolument évidente des phénomènes de la malbouffe, de la manipulation génétique, etc. La capacité, par cette critique de Marx, du mode de production capitaliste est basée sur les deux piliers que sont l'exploitation de la force naturelle de l'homme et l'exploitation de la force naturelle de la nature, la capacité de cette critique d'anticiper le développement capitaliste et l'évolution du rapport capitaliste à la nature apparaît de façon tout à fait impressionnante dans une autre citation qui est beaucoup moins connue. Je l'ai trouvée dans les Grundrisse, je vous la lis. Il faudra explorer, du fait du mécanisme de l'accumulation illimitée du capital, Marx dit, il faudra explorer toute la nature pour découvrir des objets de propriété et d'usage nouveaux, pour échanger à l'échelle de l'univers les produits de toutes les latitudes et de tous les pays, et soumettre les fruits de la nature à des traitements artificiels afin de leur donner des valeurs d'usage nouvelles. Dans l'université où je travaille, il y a des chercheurs qui font des études sur les élytres de certains coléoptères afin d'en tirer des enseignements pour le traitement des surfaces, des nouveaux matériaux et dans la métallurgie, dans les fabrications métalliques. On est en plein dans ce que Marx annonce à partir de son analyse du capitalisme. Il n'y a donc pas un productivisme de Marx, il n'y a pas non plus chez Marx une absence de perception des limites naturelles, comme on le dit souvent. Au contraire, sa dénonciation du capitalisme en tant que régime d'accumulation aboutit à cette conclusion que puisque le seul indicateur du système capitaliste est un indicateur purement quantitatif et abstrait, la valeur, le profit, l'accumulation de cet indicateur est potentiellement illimitée. Elle ne connaît d'autres limites, dit Marx, que le capital lui-même, c'est-à-dire qu'elle ne connaît d'autres limites que le rapport social d'exploitation du travail d'une part et le rapport social également de pillage des ressources naturelles de l'autre. En même temps, Marx pointe les limites physiques de ce duo industrie-agriculture à travers une autre citation fort peu connue. Je m'excuse d'en abuser peut-être un peu, mais je crois que ça en vaut la peine. Il fait une supposition. Il dit « Supposons que des machines, des produits chimiques, etc. occupent une place de plus en plus grande dans l'agriculture. Il faut tenir compte du fait que dans l'agriculture, comme dans l'industrie extractive, n'intervient pas uniquement la productivité sociale, mais aussi la productivité naturelle. Il est possible que l'augmentation de la productivité sociale compense à peine ou ne compense même pas la diminution de la force naturelle de la Terre, mais de toute façon, cette compensation n'aura qu'un effet temporaire. C'est une citation absolument remarquable. Pourquoi ? Parce que Marx sait que l'augmentation de la productivité agricole n'est pas une fonction linéaire de l'augmentation des intrants, c'est une fonction asymptotique. Il y a une limite à la productivité naturelle et à sa stimulation par l'investissement de capital. Autrement dit, il n'y a pas de substituabilité du capital aux ressources naturelles. Et d'autre part, il écrit, de toute façon, cette compensation ne sera que temporaire. Pourquoi ? Parce que les apports en capital ne permettent que de différer les conséquences de la rupture du cycle des nutriments, c'est-à-dire qui est le produit de l'urbanisation capitaliste, c'est-à-dire, pour le dire très vulgairement, la rupture du fait que les excréments humains, du fait de l'urbanisation, ne retournent pas aux champs et que donc les éléments minéraux indispensables à la reconstitution de la fertilité des sols sont perdus vers les cours d'eau et vers l'océan.
Tout ça doit être vu dans le cadre d'une critique plus générale du système capitaliste et du régime capitaliste en tant qu'il implique systématiquement la chosification du vivant, non seulement la chosification des producteurs, des êtres, des hommes et des femmes, mais la chosification de l'ensemble du vivant. La victoire du capital, du travail mort sur le travail vivant, c'est une victoire de la mort sur la vie, comme l'expliquait hier Enrique Dussel. Et de tout ça, Marx tire une conclusion générale que j'ai mise en exergue de mon ouvrage, et je vous la lis également. La seule liberté possible, c'est-à-dire la seule liberté par rapport à l'obligation du travail pour produire l'existence humaine, la seule liberté possible, c'est que l'homme social, les producteurs associés, gèrent rationnellement les échanges de matière avec la nature, qu'ils la contrôlent ensemble au lieu d'être dominés par sa puissance aveugle, et qu'ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus conformes à la nature humaine. Cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. Le royaume de la liberté ne peut s'épanouir que sur l'autre base, celle de la nécessité, et la condition essentielle de cet épanouissement est la réduction du temps de travail. On voit donc que dans la conception de Marx, l'abolition du capitalisme, le remplacement de la production de valeurs d'échange par la production de valeurs d'usage satisfaisant les besoins humains démocratiquement déterminés est bel et bien lié à l'idée du rétablissement d'une harmonie, je le mets délibérément entre guillemets, entre l'humanité et la nature dont elle fait partie. Et non seulement, Marx conceptualise en fait ainsi les découvertes de Liebig sur la chimie des sols, il hisse ça au niveau philosophique général, et la force du bonhomme est qu'à partir du concept qu'il élabore ainsi, il revient à la question concrète des sols avec une conclusion programmatique qui est il faut abolir la séparation entre la ville et la campagne, et on pourrait même aller plus loin dans le livre 3 du Capital. Non seulement on peut voir la perspective de cette abolition de la séparation ville-campagne, mais en plus on peut voir les prémices d'une pensée sur la relocalisation de la production agricole, au moins agricole, dans la mesure où Marx cite explicitement le commerce international des fibres, à l'époque le coton des Indes vers la Grande-Bretagne, comme un des éléments de rupture du cycle des nutriments. Alors, peut-on parler à partir de tout ça d'une écologie de Marx? C'est Romain Felly y a fait allusion, c'est le titre d'un ouvrage remarquable de John Bellamy Foster, Marx's Ecology. La même thèse est défendue par d'autres auteurs anglo-saxons comme Paul Burkett, Marx and Nature, un autre livre extrêmement intéressant. Je dois dire qu'il y a une certaine tentation à parler d'une écologie de Marx. Néanmoins, je pense que cette tentation, il ne faut pas y céder parce qu'elle fait l'impasse sur un certain nombre de tensions internes à la pensée de Marx. J'en citerai une qui est trop peu signalée. Marx, autant il valorise le savoir-faire de l'artisan qui est détruit par la mécanisation capitaliste, autant il ne valorise absolument pas le savoir paysan dont Roxane parlait hier. Bien au contraire, il a un certain mépris, pour reprendre une formule qui a une histoire malheureusement, pour le savoir de la paysannerie, qu'il considère comme un savoir basé sur des superstitions de la couche la plus arriérée de la société. En fait, la véritable question n'est pas de savoir s'il y a quelque chose comme une écologie de Marx. Selon moi, la véritable question est de savoir comment cette, entre guillemets, écologie de Marx, le fil de cette pensée-là, a été perdu par les marxistes après Marx. Ça, c'est la véritable question. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de ce problème-là, qui est un problème extrêmement intéressant, mais je veux juste signaler, pour la réflexion de chacune et chacun, que l'explication de cette disparition ne peut pas être simplement imputée au stalinisme. Ce serait trop clair. Ce serait trop simple. Certes, le stalinisme porte une responsabilité,
mais l'ennemi le plus acharné de Staline, Trotsky, a commis en fait sur la question environnementale des œuvres ou des textes qui témoignent surtout de son ignorance. Je cite de mémoire, « L'homme socialiste déplacera les montagnes, enfermera les mers, détournera les fleuves ». C'est ce que Staline a essayé de faire, avec les résultats que l'on sait, la mer d'Aral, Tchernobyl, etc. Donc, il y a certainement chez Marx des catégories qui sont utiles à la compréhension de la crise écologique aujourd'hui, mais premièrement, attention à l'apologie. Il y a une faille dans ce que John Bellamy Foster appelle l'écologie de Marx, il y a une faille de taille, c'est une faille qui concerne la question énergétique. Marx ne fait pas la différence entre une énergie de flux et une énergie de stock, il ne fait donc pas la différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables, il ne voit pas l'importance qualitative énorme du passage du bois comme énergie renouvelable à la houille énergie fossile. Il se comporte comme si les sources énergétiques étaient neutres. Il n'en déduit pas que les technologies soient neutres. Au contraire, je crois que pour Marx, les technologies ne sont pas neutres, elles sont socialement et historiquement déterminées, mais à partir d'une certaine vision ou d'un angle mort sur le caractère de classe ou la non-neutralité, disons, des sources énergétiques, on peut comprendre que certains marxistes post-Marx aient fait comme si étaient amenés à considérer que certaines technologies sont neutres. Et on peut comprendre, ce qui n'excuse pas, les gens qui ont la bêtise de penser qu'il pourrait y avoir un nucléaire socialiste, par exemple. Donc il y a là un angle mort dans sa pensée. On devrait préciser la pensée de Marx en disant que la gestion rationnelle des échanges de matière dont il parle entre l'humanité et la nature n'est pas une solution tout-terrain, ce n'est une solution que si et seulement si l'humanité recourt uniquement à des sources énergétiques renouvelables. Deuxième point, l'anachronisme. Marx n'a pas... combien il reste ? Il reste une minute. Une minute, bon. L'anachronisme, il n'a pas vécu la crise écologique globale, il a vécu 3 crises écologiques qui ont été analysées par lui et par Engels, celle des forêts, celle des sols et la crise écologique urbaine. Il a fourni un certain nombre de catégories, d'éléments d'analyse critique qui permettent de parfaitement analyser, je crois l'avoir montré avec les citations, l'évolution probable, et elle s'est vérifiée, du rapport du capitalisme à la nature. Pour le reste, c'est aux marxistes que nous sommes, ou aux militants critiques que nous sommes, anticapitalistes, de reprendre le flambeau. Je crois qu'il faut le faire sur 4 questions, je vais juste les citer. La première chose, c'est qu'on arrive à un degré de négation du vivant aujourd'hui qui est tel qu'il revient à une négation de l'humanité des êtres humains eux-mêmes. On en a discuté hier à propos de l'élevage. Il y a là une charge éthique du combat écologique qu'il faut absolument prendre en compte, réhabiliter le sacré, resacraliser un certain nombre d'éléments. Deuxième chose, je vais passer sur cette deuxième chose, on y reviendra. Troisième chose, il faut discuter sur le lien entre planification et décentralisation. C'est une question extrêmement importante. Si on prend la question du climat et de l'énergie, la nationalisation de l'énergie et de la finance d'ailleurs est un point de passage obligé pour casser le pouvoir des lobbies qui bloquent la transition énergétique, mais cette transition doit aboutir à autre chose qu'au système énergétique centralisé et donc à autre chose qu'au système de production centralisé. Alors, le système énergétique basé sur les fossiles est centralisé par définition, il ne peut pas être autre chose. Le système énergétique basé sur les renouvelables, lui, ne peut être que décentralisé. Et il faut donc imaginer le lien entre les solutions politiques et les solutions techniques écologiques dans un cadre décentralisé. On pourrait dire que la fameuse citation de Marx sur la Commune de Paris, dans laquelle il dit que la commune et la fédération des communes est la forme politique enfin trouvée de l'émancipation du travail, on pourrait la compléter en disant qu'elle est aussi la forme politique enfin trouvée de la gestion rationnelle, et on ajouterait et respectueuse et prudente, des échanges de matière entre l'humanité et la nature. Et je vais en rester là, sinon je dépasserai le temps. Merci beaucoup, c'était parfait. Donc,